Merci beaucoup. J'avoue que je ne suis pas gâtée entre deux grands spécialistes, Evangelia Stead et Bernard Urbani, qui sont de vrais spécialistes de Borges. Moi, je suis une lectrice, j'implore votre indulgence. Et je tiens d'abord à remercier, bien sûr, les organisateurs de ce colloque merveilleux, et tout particulièrement notre amie Zohra Al-Hiwi, pour cette organisation exemplaire, vraiment, toujours avec le sourire, la bienveillance. Et surtout, je la remercie, elle me fait découvrir, d'avoir accepté ma participation, et elle me fait découvrir de plus en plus Borges. Comme elle dit, quand on change, on n'est plus les mêmes, on ne sort pas indemne lorsqu'on lit Borges. Peut-être qu'il ne faut pas le lire jusqu'à la fin, comme les mille et une nuits. Et ma communication porte précisément sur le livre qui tue, chez Borges et Quilito. En 2012, lors de l'hommage rendu à Abdel Fattah Quilito par la faculté des lettres de Rabat, j'ai participé avec une contribution, une lecture politique de l'œuvre de Quilito, où j'ai consacré un paragraphe au danger de la parole et de l'écriture. Je voudrais continuer cette réflexion en mettant l'accent sur le thème du livre qui tue, chez Borges et Quilito, en prenant en considération surtout les mille et une nuits. Livre culte, on l'a entendu, infini, labyrinthique, souvent mis en abîme dans les écrits des deux auteurs. La parole, écrite ou orale, est synonyme de danger dans des situations où domine la persécution. Bid Pai, l'auteur de Khalila Wadimna, recommande le silence. Je le cite: « Garde le silence, car là est ton salut ». Cette injonction ne pourrait s'appliquer à Shahrazad, qui doit puiser des contes dans une source intarissable pour sauver sa vie et celle des femmes. Les mille et une nuits, livre salvateur, guérit Shahrira de ses pulsions assassines et assure le salut de Shahrazad. Il peut en revanche perdre ses lecteurs. La meilleure preuve en est Dalman, le protagoniste de la nouvelle de Borges, Le Sud. Dalman possède la traduction allemande des Nuits de Gustav Weil. Il est d'abord victime d'un accident. En escaladant précipitamment les escaliers, il est heurté au front par une arête de volet mal fermée. Le soir même, je cite, « La fièvre le ravagea et les illustrations des mille et une nuits servirent à illustrer ses cauchemars. » Fin de citation. Son esprit égaré, sous l'emprise des images, il perd complètement la notion du temps. 8 jours passèrent, aussi longs que 8 siècles. N'oublions pas la mise en garde de Quilito par rapport à l'image dans l'œil et l'aiguille. Je le cite, « C'est comme si l'image avait besoin, pour compenser l'absence qui la constitue, de s'emparer insidieusement de l'esprit de celui qui la regarde, le privant ainsi de la faculté de distinguer le vrai et le faux et l'ombre de la réalité. Envoûtante, l'image séduit et égare. » Fin de citation. Quelques correspondances entre Borges et Dalman ne nous laissent pas indifférents. Tous les deux ont travaillé dans une bibliothèque municipale et tous les deux ont subi une blessure à la tête. On le sait, vous le savez, que cet accident inspira cette nouvelle à Borges. Comment dès lors interpréter « En quelle langue devrais-je mourir ?» récit qui figure dans celui qu'on cherche, habite à côté, où Quilito rapporte que Borges, qui connaissait les auteurs arabes, souhaitait à la fin de sa vie apprendre sans doute leur langue. Il ajoute qu'il voulait l'apprendre afin de lire les nuits dans le texte. Je le cite, « Borges perd la vie quelques mois après avoir commencé à épeler l'alphabet arabe, apprendre la langue des nuits et mourir. » Donc, ici, est-ce que c'est l'histoire qui copie la littérature ou c'est la littérature qui copie l'histoire?
C'est l'histoire qui copie la littérature et c'est inconcevable. Alors, est-ce que Borges a prédit sa mort? En tout cas, curieux destin de Borges qui ressemble à celui de Dallemann qui meurt après avoir entamé la lecture du premier volume des Nuits. Pourtant, celui-ci prétendait que son malheur avait été écarté. Je le cite, « Voyager avec un livre si étroitement lié à l'histoire de son malheur, pensait-il, était une affirmation que ce malheur était maintenant annulé et un défi joyeux et secret aux forces maintenant désappointées du mal. Le lecteur reste sceptique sur le sort du personnage et redoute les forces du mal qui rôdent autour de lui. Le même sentiment apparaît dans la nouvelle La bibliothèque de Kilito. Frappé par la curiosité interdite, un enfant fiévreux et sans force est intrigué par une porte toujours close dans l'appartement où il se trouve seul. Au moment où il approche son œil de la serrure, nous lisons, je cite, qu'il y a un brusque mouvement de recul, comme si une aiguille allait jaillir de la serrure et l'éborgner. Fin de citation. Tout lecteur, un tant soit peu averti, pense alors à laisser l'œil et l'aiguille de Kilito consacrés aux 1001 nuits. Incapable de réfréner sa curiosité, l'enfant muni d'un escabeau revient au sanctuaire interdit, trébuche, lit-on, sur le seuil et se rattrape à temps. Deux destins tournent autour d'un livre, réel ou rêvé, et l'intrusion de faits qui peuvent être considérés comme des présages dans les deux textes, loin d'arrêter la mécanique infernale, la déclenche et la crise s'amplifie graduellement jusqu'à l'issue fatale. L'enfant pénètre dans une bibliothèque d'un autre temps, au bureau massif, non seulement recouvert d'une poussière ancienne, mais, je cite, sur lequel est posé un encrier, une plume d'oiseau et divers papiers. Fin de citation. Est-il en train d'halluciner? Toujours est-il qu'il s'empare d'un livre hermétique qui ne veut pas lui livrer son contenu. Au moment où il décide de le remettre à sa place, il procède à un véritable duel, car, je cite, la bibliothèque refuse le volume qui lui a été extorqué. Elle ne veut plus l'accueillir, l'admettre dans son sein. La lutte est inégale. Fin de citation. Que peut un enfant chétif et malade face à des rangées de livres qui ont, je cite, un air inquiétant, accusateur, rangé de soldats qui s'apprêtent à charger. Fin de citation. Dans le sud, Dallemann, convalescent, et presque au terme de son voyage, fait halte dans une boutique où il décide de dîner. Il reçoit des boulettes de mie de pain jetées de la table voisine. Il se réfugie dans la lecture des nuits pour faire fi de ses provocateurs éméchés. Mais le sort en a décidé autrement et la marche inexorable vers la catastrophe se déclenche. L'altercation se termine par un duel, comme vous le savez. L'issue de ce duel n'est pas explicite, mais tout laisse augurer sa mort, car la fin du texte nous dit qu'il, je cite, empoigne avec fermeté le couteau qu'il ne saura sans doute pas manier et sort dans la plaine. Fin de citation. Si d'une part, il ne sait qu'approximativement manier la dague livrée par le vieux gaucho, d'autre part, il pressent sa mort et ne ressent ni peur ni inquiétude. C'est plutôt pour lui une libération et une félicité. N'est-il pas aussi sous l'emprise de l'hallucination au point de sublimer sa mort, de sublimer sa mort, une mort à l'image de son ancêtre germanique dont il a choisi le lignage, je cite, « Il sentit que si alors il eût pu choisir ou rêver sa mort, celle-ci était la mort qu'il aurait choisie ou rêvé. » Fin de citation. Donc, Borges lui-même confiera à James Irby dans un entretien que tout ce qui arrive après la sortie de Dallemann de l'hôpital peut être interprété comme une hallucination qu'il a avant de mourir de septicémie, comme une vision fantastique de la mort qu'il aurait souhaitée. Il aurait choisi une mort héroïque de cet ancêtre germanique
dont il est séduit par le sang germanique, et plusieurs occurrences dans le texte nous renvoient au sang, à la couleur du sang. Sa propriété, elle était rouge carmin, la boutique, elle était d'un rouge vif, et puis la chauve-souris aussi, il y a cette chauve-souris quand il monte les escaliers au début, et c'est un peu ambigu, le symbole de la chauve-souris, c'est soit la mort parce qu'elle vit dans l'ombre, soit la renaissance, etc. Donc, ou bien se décharger d'un passé pour une renaissance, et lui on le voit quand il va vers le sud pour aller dans sa propriété, il fait aussi un voyage dans le passé pour peut-être une certaine renaissance. Donc la littérature ne découle-t-elle pas d'un délire fiévreux? Voilà une bien étrange définition que nous proposent les deux auteurs. Toujours sous l'emprise de la maladie, l'enfant dans la bibliothèque essaie de chasser le sommeil qui s'appesantit sur ses paupières, mais en vain. Le seul remède est d'interrompre sa lecture. Une histoire passionnante, nous dit-on, et de se lever. Le texte reste silencieux sur le titre du livre. Selon Borges, la réalité aime les symétries et les légers anachronismes. Le narrateur de Dites-moi le songe prétend avoir lu petit Les Mille et une nuits. Et dans le chapitre Ida à la fenêtre, un enfant malade, constamment plongé dans un sommeil comateux, lit-on, découvre tout près de lui un livre qui n'est autre que Les Mille et une nuits, laissé par une visiteuse mystérieuse. Je cite: « J'ignorais à l'époque que les passages érotiques en avaient été écartés, mais la force des histoires était loin d'être entamée, et leur côté scandaleux restait intact. Sinon, pourquoi sentais-je confusément que je ne devais pas les lire? Quand quelqu'un pénétrait dans la chambre, je le cachais sous les couvertures, surtout quand c'était mon père. » Bien que l'édition de Beyrouth fût expurgée de ces passages érotiques, le narrateur ne peut vaincre un sentiment de culpabilité. Il doit se cacher pour lire, tout comme l'auteur argentin qui lisait les nuits en cachette sur le toit, dans la version de Burton non épurée de ses obscénités. Le livre fascine au point vrai étymologique du terme. Il ensorcelle et la culpabilité a du mal à résister à la tentation. Outre les passages érotiques qui peuvent subvertir, les Arabes affirment que nul ne peut lire Les Mille et une nuits jusqu'à la fin sans subir un dommage quelconque. Or, il n'y a pas de fin, c'est un livre infini comme le temps, une sorte de livre de sable qui envoûte pour mieux égarer. Pourtant, l'enfant ajoute, je cite, qu'arrivé à la dernière page, il était complètement guéri. Mais aussitôt le narrateur adulte réfute cette thèse et avance le contraire. En fait, je n'aurais pas guéri, je serais mort. Depuis un millénaire, ne répétons qu'il ne faut pas lire les nuits ou n'en lire qu'une partie. Ceux qui n'ont pas suivi ce conseil l'ont payé très cher. Il est avéré qu'ils ont perdu la raison. Ont mis fin à leur jour ou sont morts d'ennui, littéralement. S'agit-il du même enfant? L'enfant de Ida à la fenêtre ne cache-t-il pas l'enfant de la bibliothèque? Serait-il pas le double de l'enfant de la bibliothèque, où la curiosité interdite est le moteur du récit? Au fur et à mesure que le récit se déroule, l'enfant accumule des impairs. Ses pas le conduisent dans un endroit fermé et interdit. Il a d'abord failli être éborgné. Ensuite, il trébuche. Et enfin, il vacille et tombe sur la tête. Tout comme Dalman, il n'a plus peur et sent un soulagement, une sorte de volupté. Je cite, il ressent une douleur, mais atténuée, sourde, presque voluptueuse, avec le sang qui coule. Fin de citation. Aussi bien dans le sud que dans la bibliothèque, les limites entre rêve et réalité sont brouillées. La brièveté des textes qu'affectionnent les deux auteurs accentue l'intensité dramatique propice au rêve. Si la littérature occupe une place centrale dans leur vie, ils nous avertissent, non sans humour, qu'emprunter ces sentiers hasardeux et dangereux peut conduire à la mort ou à la folie, comme en atteste le célèbre passage du chant 5 de l'enfer que le narrateur de Dante, livre de une nouvelle de Quilito, un texte de Quilito, oui, avoue avoir connu à travers un commentaire nostalgique de Borges. En lisant le livre qui relate les amours de Lancelot et Guenièvre, Paolo et Francesca découvrent leur amour naissant, échangent le baiser funeste qui leur coûtera la vie. Ou encore Don Quichotte, personnage mythique qui a perdu la raison à cause de son obsession pour les livres de chevalerie. Il n'a pas laissé indifférents les deux auteurs. Dans Fiction, Borges titrera l'une de ses nouvelles Pierre Ménard, auteur du Quichotte, et Quilito, la nièce de Don Quichotte dans La querelle des images.
S'il convient de dire que la référence à Borges dans les textes de Quilito occupe une place de choix, il ne serait dès lors pas étonnant d'affirmer que si Borges avait survécu, il aurait certainement enrichi sa bibliothèque avec les livres de Quilito. Et je vous remercie.